C'est l'heure du face-à-face entre Laetitia Crepin, journaliste de communication politique, bonjour, et bonjour. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonjour Pierre, merci à tous les deux d'être là. La société française s'ancre à droite, comme elle ne l'a probablement pas été depuis longtemps. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est en tout cas la conclusion d'une enquête de la Fondapol. Et cela dans un contexte politique très éclaté. Les candidats de droite formeraient un bloc de 56%, la gauche 34%. Alors, qui peut profiter de cette droitisation ? D'abord, il faudrait se mettre d'accord sur le constat. Certes, il y a une étude qui vient d'être publiée, une fondation dont on sait un peu l'orientation plutôt qui penche à droite. Oui. Une fois qu'on a dit ça, il y a clairement un paysage qui se dessine, qui est plutôt favorable à la droite en ce moment. Je ne crois pas que pour autant la gauche ait disparu de la circulation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une gauche qui est totalement dispersée, qui est sans doute en mal de projet, en mal de renouvellement aussi des idées. On voit bien quand même dans les autres institutions de sondage que les principales préoccupations touchent les questions de pouvoir d'achat, touchent les questions d'environnement, de santé, et y compris d'ailleurs quand vous interrogez les Français sur qu'est-ce qui va compter, qu'est-ce qui va peser dans votre décision pour l'élection présidentielle, c'est souvent les sujets sociétaux, sujets sociaux, et les sujets d'immigration, de sécurité qui arrivent plutôt de très loin justement. Donc je pense que la gauche a du mal à se renouveler, donc je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait une droitisation à outrance de l'électorat. En revanche, il y a sans doute beaucoup d'abstentionnistes qui sont devant nous et qui ne savent pas choisir. Alors, vous dites, vous, pas forcément de droitisation, mais regardez, si on regarde un sondage d'Ipsos pour Le Monde, donc c'était il y a quelques jours, il y a un total, si on fait le total de droite, on est à 56%. Pardon, non, attendez, je n'ai pas mes lunettes. 28,5% pardon, pour la gauche et 32 pour 32,5 pour la droite. Voilà. Donc quand même, voilà, d'accord. Mais ça vient quand même valider ce que dit la Fondapol. Pour le moment, oui, mais vous avez raison, Pierre. Je crois que c'est vrai. Alors les chiffres parlent pour les personnes qui disent qu'ils vont aller voter. Le problème, c'est que vous avez tout à fait raison, Pierre. Bien que la présidentielle soit traditionnellement plus participative que les élections locales, regardez ce qui s'est passé au régional et départemental. 2 Français sur 3, voire plus dans certaines régions, ne sont pas allés aux urnes. Et il y avait mais on sait que ce genre de scrutin n'attire pas les foules. Non, on est d'accord. Donc pour la présidentielle, il y avait quand même 25% d'abstentionnistes en 2017. C'est un énorme réservoir de voix. Est-ce qu'il va grossir ou pas? On verra bien en 2022. En tout cas, pour revenir sur la droitisation, il y a aussi une étude de la Fondapol qui, moi, m'avait quand même interloqué. 8 Français sur 10, c'était il y a à peu près un an. 8 Français sur 10 disaient qu'ils voulaient voter contre un candidat qui ne serait pas un candidat politique, soit un candidat hors système, et s'il n'y avait pas de ce candidat-là, ils voteraient blanc. Donc vous voyez bien qu'il y a une contestation et la Fondapol est vraiment un bon observatoire pour cette contestation, cette colère, ce ressentiment qui monte dans la société. Comment cela va se traduire? Est-ce que quand on est en colère, on vote à droite? C'est une question que je vous pose. C'est toute la question. Alors, pareil, selon toujours la Fondapol, cette étude est intéressante à regarder. La sécurité revient en premier plan, alors que ça fait des mois qu'on dit que ce n'est pas la priorité des Français. Est-ce que ce sujet régalien de la sécurité, où on va mettre dans le fond aussi, on voit le triptyque, donc sécurité, immigration, islam, etc., parce que maintenant on met ça dans le package, c'est un sujet qui est régalien, qui est traditionnellement, on va dire, délaissé par la gauche? D'abord, je veux juste être précis sur une chose, parce que quand je parlais de droitisation, je ne crois pas qu'il y ait une droitisation de l'électorat. Ce que je crois, c'est qu'il y a une droitisation, voire une extrême droitisation du débat public, ce qui est 2 choses différentes. C'est-à-dire ce qui nous concerne et ce dont on débat souvent dans les plateaux de télé, ce sont des sujets qui forcément intéressent les Français et qui intéressent les politiques, mais qui ne sont pas la centralité, qui font la décision des électeurs. Par ailleurs, une autre chose que dit l'Institut Fondapol, c'est dire que bien sûr, l'opinion, mais une autre chose que dit l'Institut Fondapol et que vient de dire Laetitia et qui me paraît très important, c'est que quand vous demandez aux électeurs, les 3000 personnes qui ont été sondées, il y a 1 personne sur 3, ça n'est pas rien, qui dit ne pas pouvoir se référencer sur l'échiquier droite-gauche. Ça veut bien dire aussi, je ne crois pas que les clivages droite-gauche aient disparu, mais ça veut aussi dire que les gens sont perdus. La droite est perdue, la gauche est perdue. Quand on voit le quinquennat de François Hollande qui a été censé être élu par un peuple de gauche, il a mené une politique de droite, donc les gens sont perdus, ils ne savent plus se repérer. Ça, c'est la première chose. Et puis pour répondre à votre question, Roselyne, je crois que ces sujets sont des sujets qui préoccupent la gauche, c'est des
sujets sur lesquels la gauche n'est pas tout à fait audible, même si elle a des propositions. Prenez la question migratoire, elle pose pas les termes de la droite, elle dit pas il y a un problème migratoire, elle dit nous on y répond différemment, on y répond en créant des centres d'accueil dignes, en ouvrant la possibilité à ces gens de pouvoir travailler en France, de faire un peu comme l'Allemagne l'a fait. L'Allemagne a accueilli 1 million de migrants en 2015. Aujourd'hui, 80% de cette population parle l'allemand et travaille. Donc c'est possible. Pierre, quand vous dites la gauche, c'est qui? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Qui représente la gauche aujourd'hui? Est-ce que c'est Anne Hidalgo qui est à 5-6%? Vous avez vu, il y a un petit rebond dans les sondages suite à son meeting de Lille. C'est mieux de parler de bloc, parce que si vous additionnez toutes les gauches... Le problème, c'est que c'est pas mathématique, c'est-à-dire qu'en général, bien que certains parfois se rallient au dernier moment à des candidats, ils n'amènent pas la totalité de leurs électeurs. C'est-à-dire que si Anne Hidalgo, parce que c'est un des scénarios qui est probable, se rallie à Jadot, peut-être que tous les électeurs de Hidalgo ne vont pas voter pour Laetitia, le phénomène Zemmour incarne-t-il cette droitisation quand même, quand on voit, quand on voit donc le succès de son livre, qui fait rêver quand même tous les éditeurs, en 2 mois, il prend de 5% à 16%. Et dans ce temps-là, il reproche à la famille des victimes de Mera d'enterrer leurs proches en Israël. Il y a la polémique sur les prénoms. Il y a la polémique sur Pétain, qui aurait sauvé des Juifs. Blanquer traité de Mengele sur sa circulaire. La une de Paris Match. Bref, tout ça en 2 mois. Ouais. Il prend 10 points. Oui, il a compris comment il fallait faire une campagne efficace et il a pris pour modèle Donald Trump. C'est-à-dire que bien qu'il se présente comme un Donald Trump intellectuel, c'est un peu comme ça que le vend son équipe. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une marque politique, une marque Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'ancrage historique, il n'a pas besoin d'avoir un ancrage territorial, il n'a pas besoin de parti. Éric Zemmour, comme Donald Trump, suffit. Donc, il a tout. Donald Trump a tout fait. Il a uniquement à suivre ce que l'Américain a fait. Il arrive avec des propositions choc. Il est monolithique sur ses propositions, sur ces sujets. Pour le moment, ça ne gêne personne. On n'a aucune proposition sur le social, sur l'économie. Ça ne gêne personne. Et il va comme ça, à coup de provocation, il marque l'opinion publique et la France est prête à ce type de candidature. Alors, vous me fournissez une très bonne transition, parce que c'est la question que je voulais vous poser. Ce que disait Laetitia est juste, il a beau aller de plus en plus loin, ça n'atteint pas son image. Et Jacques Pilan, qui était le spin doctor d'abord de François Mitterrand et de Chirac ensuite, disait « L'opinion transforme d'elle-même celui qu'elle veut voir élu ou qu'elle veut voir gagner ». Est-ce que dans le fond, c'est pas un peu ce qui se passe avec Zemmour, en tout cas pour l'instant, c'est-à-dire que il peut faire n'importe quoi, dire les horreurs, les pires horreurs. De toute façon, il y a un truc fantasmé sur lui qui fait qu'on pourra le contrer sur n'importe quel sujet. Eh bien, son image en reste pour l'instant intacte. Et on vient d'en faire la démonstration. C'est ce qui est à la fois inquiétant, mais c'est aussi la force d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que tous les 2 jours, il nous sort soit une phrase qui est controversée et qui est sans doute parfois condamnable d'ailleurs, sans doute va-t-il y avoir des procès, et puis en même temps des événements comme la fois dernière, il y a 2 jours, où il impose à une femme de retirer son foulard. Donc il crée effectivement des images chocs pour attirer l'attention sur lui. Donc évidemment, tout le monde parle que de lui. Vous allez dans toutes les matinales de France, tout le monde doit se positionner par rapport à la dernière déclaration d'Éric Zemmour, donc forcément il a une centralité. Je ne crois pas que tout ça se traduise dans un vote à la fin. Effectivement, Laetitia vient de le dire, il est interrogé en permanence sur ses sujets de prédilection. Il a une obsession, c'est l'islam, c'est l'immigration. On vit le grand remplacement en 2100. La France sera devenue, selon lui, une France islamique, une république islamique. Je pense qu'à partir du moment où il sera désigné, où il sera candidat à l'élection présidentielle, comme il semble vouloir le faire à partir du 9 novembre, il devra répondre aux questions. Souvenez-vous du débat Mélenchon-Zemmour. Est-ce qu'il continuera à dire des choses chocs? Bien sûr. Sans doute il le fera, parce qu'il sait candidat à la présidentielle. Sans doute il le fera, mais moi, il y a une chose sur laquelle il faut que nous, les journalistes, mais aussi le CSA, soient plus vigilants. On laisse dire et faire des choses de la bouche d'Éric Zemmour qu'on ne laisserait pas faire dans la bouche d'autres personnes. C'est ça c'est ce que je viens de vous dire. Il a été condamné à 2 reprises pour incitation à la haine raciale. Il va sans doute avoir d'autres condamnations qui vont lui tomber dessus, mais on le laisse défiler sur les plateaux de télé. C'est ce que je vous disais, et il prend des points. On a énuméré ensemble tous les sujets qu'il a dit. Et
personne ne dit rien. Parce qu'il a fait le constat avant de se lancer, il me semble, que la France était prête à cette vague populiste qui a touché beaucoup d'autres pays, à commencer par l'Italie il y a une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, tout a déjà été fait ailleurs, ne serait-ce que regarder l'Ukraine avec Volodymyr Zelensky en 2019. Il est arrivé dans le dernier tournant de la campagne. Il a joué sur le mélange des genres avec son personnage de fiction. C'était un héros d'une série de télé. Il a été élu à 72% des suffrages en Ukraine en 2019. L'Italie, ça a fait long feu, hein, on est d'accord. Ah bah je suis d'accord, mais enfin il y a quand même encore des ministres du mouvement 5 étoiles en Italie. Ils ont eu un parlement avec des amateurs complets pendant des années. Donc si vous voulez, le populisme a duré près de 10 ans en Italie. Peut-être qu'on est en train de tourner la page. Ça, c'est quand on veut se rassurer, si vous voulez. Mais beaucoup des expériences populistes finissent mal. Hein. Vous voyez Bolsonaro, ce qui lui arrive, il est condamné, en tout cas pas condamné, pardon, encore, mais il est inculpé pour crime contre l'humanité aujourd'hui, hein, parce qu'il n'a pas agi suffisamment sur le Covid, notamment. Donald Trump, on ne peut pas dire qu'il finisse honorablement son bilan et son mandat. Non, mais donc les populismes aujourd'hui sont... Je ne dis pas qu'on n'échappera pas à ça. Je pense aujourd'hui qu'il y a quand même une France résistante à cela, et on voit bien aujourd'hui dans les intentions de vote de second tour avec Éric Zemmour, il est totalement balayé. J'ai une question à vous poser, Pierre. Hier, lundi, Zemmour était en Seine-Saint-Denis, à Drancy, et il a dit « Moi, j'aime les pauvres ». Et il a parlé bagnole, essence, permis à points, qui veut supprimer les fameux 90 km/h. Donc il parle aux classes populaires. Est-ce que c'est de nature, on va dire, à inquiéter la gauche? Parce qu'il va aller capter, après avoir capté certains à droite, maintenant il chasse je crois pas que ça trompe les Français. On verra, peut-être que son discours fonctionnera. Je ne crois pas que ce soit en allant dire aux Français qui travaillent dur qu'ils devront travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans, ou travailler plus pour payer la dette, pour réduire les services publics, pour réduire l'éducation de leurs enfants. Parce que c'est ça dont rêve Éric Zemmour. Il rêve d'une France sans État, d'une France en compétition, des Français en compétition les uns avec les autres, d'une France sans immigrés, sans culture différente, sans vie finalement. Il a une lecture très rétrograde de la société, les femmes à la maison, les immigrés à l'étranger, les hommes dominants. Enfin, c'est une vision très rétrograde et on va découvrir tout ça d'Éric Zemmour. Ouais. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre où vous avez eu du nez, comme on dit, en sortant il y a quelques mois, La tentation du clown, donc sur la présidentielle, Laetitia, et c'est aux éditions Buchet-Castel. Chastel. Oui, je savais que j'avais oublié un H quelque part. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie, avec nos invités. Non, Jean-Marie est en vacances. Donc avec nos invités demain. Merci à tous les deux et merci à tous.